Il est 23h47, nous sommes un jeudi soir. Votre téléphone vibre, vous avez reçu une première notification. Vous l'ignorez d'abord parce que vous êtes en train de vous assoupir, de vous endormir suite à une dure journée de travail. Et puis vous recevez une deuxième notification, puis une troisième. Alors vous prenez le téléphone et vous y jetez un œil. L'objet du mail que vous venez de recevoir est sobre. Il est presque clinique. Information importante concernant votre compte Tokenare. Vous ouvrez, vous lisez. Suite à des difficultés opérationnelles majeures, Tokenare suspend l'ensemble de ses services jusqu'à nouvel ordre. Les distributions de loyers sont temporairement interrompues. Le marché secondaire est gelé. Nous reviendrons vers vous dès que possible. Votre cœur s'emballe légèrement. Vous avez 70 000 € de tokens sur cette plateforme. 3 immeubles sont représentés. Un se trouve à Lyon, un se trouve à Barcelone et l'autre se trouve à Porto. Vous ouvrez le groupe Telegram des investisseurs. Les messages se déversent. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un sait ce qui se passe? Mon wallet affiche toujours mes tokens. C'est bon signe, non? J'essaie de me connecter au site. Il est complètement down. Est-ce que je perds tout? Bonne question. Est-ce que vous êtes en train de tout perdre? Je suis David, vous écoutez Real Assets, et cet épisode va dérouler heure par heure ce qui se passe vraiment quand une plateforme RWA s'effondre. Ce que vous pouvez perdre, ce que vous ne pouvez pas perdre, ce que la blockchain protège et ce qu'elle ne protège pas. Et surtout, ce que cet exercice révèle sur ce que vous devez vérifier avant d'investir. Tokenare est une fiction. Ce scénario, lui, il ne l'est pas. Bonne écoute. Mais avant de suivre les heures qui s'écoulent, il faut comprendre ce qui a déclenché cette crise. Tokenare, c'est une plateforme européenne qui a levé des fonds, sélectionné des actifs immobiliers dans un peu plus de 4 pays, émis des tokens les représentant et distribué des loyers à ses investisseurs depuis 3 ans. A été plutôt bien noté, il y avait des articles qui étaient plutôt élogieux et l'interface était plutôt soignée. On avait des rendements annoncés entre 7 et 9%. Mais voilà ce que les investisseurs, au fond, ne savaient pas. La plateforme avait une structure juridique fragile. Les actifs immobiliers n'étaient pas détenus dans des véhicules dédiés et étanches. Des SPV propres à chaque bien, clairement isolés du bilan de la société opératrice. Une partie des biens était logée dans des entités où la plateforme elle-même était actionnaire majoritaire, mêlant patrimoine propre et patrimoine des investisseurs. En cas de défaillance de la société mère, la séparation n'était absolument pas garantie. Par ailleurs, les clés d'administration des smart contracts, ce qu'on appelle les clés de gouvernance, étaient détenues exclusivement par Tokenare. Pas par un tiers indépendant, non plus par un système de gouvernance décentralisé. Par Tokenare seul. Ce qui signifie que si Tokenare cesse de fonctionner, personne d'autre ne peut interagir avec les contrats. Et enfin, la plateforme n'était pas enregistrée comme CASP, prestataire de services sur actifs numériques au sens du cadre MiCA. Elle opérait dans une zone grise réglementaire, se réclamant d'un statut qui ne lui imposait pas de ségrégation stricte des actifs clients. Ces 3 failles, voyez-vous, ces 3 failles seules résument pourquoi cette nuit va être très difficile pour les investisseurs de Tokenare. Mais allons-y, partons dans les heures, déroulons. Il est maintenant minuit.
Premier réflexe de tout le monde, allez regarder la blockchain. Et là, on a un premier signal rassurant. Les tokens sont bien là, dans les wallets. Ils sont visibles, ils sont traçables, ils ne sont pas modifiés. La blockchain, par nature, ne s'éteint pas parce qu'une société fait faillite. Ethereum continue de tourner. Les tokens ERC 1400 ou ERC 3643 inscrits sur la chaîne continuent d'exister. Votre wallet n'a pas été vidé. Les tokens n'ont absolument pas disparu. Et ce n'est pas un hasard. C'est l'une des propriétés fondamentales d'un registre distribué. Il n'appartient absolument à personne et surtout, il n'obéit à personne. Pas même à la plateforme qui a émis les tokens. Voici le premier enseignement de la nuit. Votre token existe encore. La question n'est pas « est-ce que j'ai encore quelque chose ?» La question est plutôt « ce quelque chose donne-t-il encore droit à quelque chose ?» Il est maintenant 1h15. Vous retournez dans votre groupe Telegram. Quelqu'un d'un peu plus technique que les autres pose à ce moment-là la vraie question. Il a regardé le smart contract sur Etherscan, l'explorateur de blockchain public, que vous connaissez peut-être, et il a trouvé quelque chose de préoccupant. Le contrat contient une fonction appelée pause. Une fonction qui, si activée par l'adresse administrative, bloque tous les transferts de tokens, toutes les transactions entre investisseurs et donc toute la liquidité. Cette fonction, au moment où on se parle à 1h15, n'a pas encore été activée, mais elle existe. Et seul Tokenare en détient la clé. Là, deuxième enseignement. Les smart contracts ne sont absolument pas tous égaux. Un smart contract peut être conçu pour être autonome et immuable. Il tourne seul, sans intervention humaine, pour toujours. Ou il peut contenir des fonctions d'administration qui permettent à l'émetteur d'intervenir, de modifier et de bloquer. La transparence de la blockchain permet de voir cela, mais encore faut-il avoir regardé au préalable. Il est maintenant 3h du matin. La distribution de loyer du lundi matin est censée tomber dans à peine quelques heures. Les investisseurs scrutent le contrat. Ils comprennent que la distribution est automatisée. Un oracle collecte les données de loyer, le smart contract calcule les codes-parts, les stablecoins partent vers les wallets. En théorie, tout devrait fonctionner. En théorie, je dis bien. Parce qu'il manque une information absolument critique. Où sont les stablecoins qui doivent être distribués? Les loyers perçus par les gérants des immeubles sont convertis en stablecoins et déposés dans le smart contract avant distribution. Si ce dépôt n'a pas eu lieu, parce que les équipes opérationnelles de Tokenare sont dans un chaos le plus complet, eh bien la distribution ne peut pas partir. Le contrat ne peut pas distribuer ce qu'il ne détient pas. Et sans aucune surprise, il est maintenant 7h12 et la distribution ne tombe pas. Et là, troisième enseignement, l'automatisation ne vaut que si l'ensemble de la chaîne est alimenté. Un smart contract est une machine parfaitement fiable. Elle est parfaitement fiable pour exécuter ce qu'on lui a mis dedans. S'il manque le carburant, les fonds à distribuer, eh bien la machine tourne à vide. Il est maintenant 9h, nous sommes sur la journée du vendredi. Les investisseurs les plus organisés ont d'ores et déjà contacté un avocat. Et la première question de l'avocat est précisément celle qui aurait dû être posée avant d'investir. Quelle est la structure juridique des actifs que vous détenez? Et c'est là que les choses tout d'un coup se compliquent pour les investisseurs de Tokenare. La réponse, dans leur cas, est floue. Les conditions générales de la plateforme mentionnaient des droits économiques sur des actifs immobiliers.
et pas une détention directe de part d'une société propriétaire de l'immeuble. Des droits économiques, soit une formulation qui peut vouloir dire beaucoup de choses et qui ne crée pas un droit de propriété opposable de la même manière. Dans un modèle qui aurait été bien structuré, voici ce qui devrait exister. Chaque immeuble est logé dans un SPV, une société donc dédiée qui a un usage spécifique dont l'unique patrimoine est ce bien précis. Les tokens représentent des parts de ce SPV. Les détenteurs de tokens sont donc actionnaires ou associés de cette société. Et si la plateforme fait faillite, le SPV continue d'exister. Son immeuble continue d'appartenir à ses associés, c'est-à-dire aux détenteurs de tokens. La société plateforme peut disparaître. Le SPV, lui, il est étanche. L'immeuble ne fait pas partie du bilan de la plateforme. Il ne peut pas être saisi par les créanciers de la plateforme. Il appartient à ses propres actionnaires, c'est-à-dire vous. C'est la promesse de l'isolation juridique. Et c'est la promesse que Tokenare n'a absolument pas tenue. Il est maintenant 10h30. Un administrateur judiciaire est nommé. C'est la procédure normale chez nous, en France, quand une société en difficulté fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement. L'administrateur prend le contrôle des actifs de la société. Il inventorie, il évalue, il essaie de distinguer ce qui appartient à la société de ce qui appartient à ses clients. Et c'est là que la structure juridique devient absolument déterminante. Si les immeubles sont dans des SPV clairement séparés, avec des comptes bancaires distincts, des registres propres, un custodian indépendant, l'administrateur les identifie. Il les met de côté. Il reconnaît qu'ils n'appartiennent pas à la masse à répartir entre les créanciers de Tokenare. Si au contraire, les structures sont dans un fouillis et sont entremêlées, si la plateforme est actionnaire des mêmes véhicules que les investisseurs, si les comptes ne sont absolument pas séparés, si la custodiane n'existe pas, eh bien l'administrateur va avoir du mal à faire la distinction. Et dans le doute juridique, c'est toujours l'investisseur qui attend le plus longtemps pour récupérer quoi que ce soit. Quatrième enseignement. La vraie protection n'est pas sur la blockchain. Elle est dans la structure juridique que la blockchain enregistre. Un token solide est un token dont le sous-jacent juridique est absolument inattaquable. On est le week-end maintenant. Donc nous sommes samedi, il est 11h. Un investisseur de Tokenare qui a eu la présence d'esprit de relire ses contrats d'investissement cherche tout à coup une mention du custodian, le dépositaire, l'entité tierce chargée de conserver les titres de propriété des actifs. Dans un modèle sérieux, le custodian est une pièce centrale de l'architecture. Ce n'est pas la plateforme qui détient les titres, c'est un tiers indépendant et qui est régulé. Une banque, une société spécialisée, à qui la plateforme confie la conservation des actifs en son nom propre et au nom des investisseurs. Si la plateforme disparaît du jour au lendemain, le custodian continue d'exister. Il détient toujours les titres et il peut, selon les termes du mandat, prendre des dispositions pour protéger les investisseurs. Et c'est exactement ce que prévoit le cadre de MiCA pour les prestataires qui s'enregistrent correctement. La ségrégation des actifs clients est obligatoire et elle doit être documentée. Elle doit même être, je dirais, vérifiable. Tokenare n'avait pas de custodian clairement désigné. Les documents évoquaient un partenaire de conservation, sans préciser les modalités contractuelles du mandat, ni même l'indépendance de cette entité vis-à-vis de notre plateforme. Quelle est la conséquence pratique ? Le week-end, personne ne peut répondre à la question « Qui a les clés des coffres ?»
ni l'administrateur judiciaire, qui cherche encore à démêler toutes ces structures-là, ni les investisseurs, qui n'ont aucun interlocuteur direct sur les actifs physiques, ni les gérants des immeubles qui attendent des instructions que personne ne peut leur donner. Dimanche soir, l'immeuble de Lyon a toujours des locataires. Ils paient leur loyer. Mais les loyers arrivent sur un compte bancaire dont l'accès est gelé par l'administrateur. Personne ne peut distribuer quoi que ce soit. 5e enseignement. Le custodian n'est pas un détail administratif, je le dis une bonne fois pour toutes, c'est le filet de sécurité ultime. Sans custodian indépendant, clairement mandaté, il n'existe aucun mécanisme de continuité en cas de défaillance de votre plateforme. Vous ne pouvez pas récupérer vos loyers, vous ne pouvez pas revendre vos tokens. Vous attendez la décision d'un tribunal. La semaine suivante, nous sommes lundi matin. Le dossier, Tokenare fait les manchettes des médias spécialisés. Les investisseurs sont maintenant des centaines à chercher des réponses. Une question revient constamment dans les commentaires. Qui est l'autorité compétente? L'AMF? La CPR? Europol? Personne? La réponse, vous savez, dépend de plusieurs paramètres. Et c'est là qu'on a un cadre réglementaire européen qui devient absolument crucial. Si Tokenare était enregistré comme CASP en France, Crypto Asset Service Provider sous MiCA, l'AMF est immédiatement compétente. Elle peut saisir les actifs et elle peut protéger les investisseurs et ordonner des mesures conservatoires. Le cadre MiCA prévoit précisément ce type de procédure. L'obligation de ségrégation des actifs, le droit des investisseurs à récupérer leurs fonds en priorité sur les créanciers ordinaires de la société, tout cela est absolument très bien inscrit dans le règlement. Si Tokenare opérait dans une zone grise réglementaire, sans enregistrement CASP, sans agrément clair, eh bien la situation est à ce moment-là beaucoup plus chaotique. L'AMF peut intervenir sur la base du droit général des marchés financiers, mais les procédures sont bien plus longues, elles sont moins directes et elles sont moins protectrices aussi. Et si les actifs sont répartis dans 4 pays européens, j'ai dit tout à l'heure France, Espagne, Portugal, et j'ai peut-être pas dit Allemagne, mais je le rajoute. La question de la compétence juridictionnelle devient un véritable casse-tête. Quel tribunal est compétent pour l'immeuble de Barcelone? Les autorités espagnoles ont-elles connaissance des structures qui ont été utilisées? Est-ce que le droit espagnol, d'ailleurs, reconnaît les tokens comme preuve de propriété sur les parts du SPV? MiCA répond en partie, en fait, à cette question, d'ores et déjà. Un prestataire enregistré dans un État membre bénéficie du passeport européen et c'est l'autorité de son État d'établissement qui coordonne avec les autres régulateurs. En théorie, cela clarifie les choses. En pratique, pour les actifs immobiliers réels situés dans plusieurs pays, eh bien, la coordination prendra du temps. On a là notre 6e enseignement. Le cadre réglementaire de votre plateforme détermine votre vitesse de recours. Un CASP enregistré sous MiCA vous donne des droits clairs et une procédure établie, je dirais. Une plateforme non enregistrée vous laisse dans la jungle du droit commun, avec des délais et une véritable incertitude que personne ne peut réellement chiffrer. On se transporte dans le temps et on part 6 semaines plus tard. 6 semaines après notre nuit du jeudi. Le tableau est là, à ce moment-là, plutôt contrasté. Les investisseurs dont les tokens étaient adossés à des SPV réellement isolés, avec un custodian indépendant clairement mandaté, ont reçu une confirmation de l'administrateur judiciaire. Leurs actifs sont identifiés, séparés de la masse, et feront l'objet d'un transfert à un nouvel opérateur ou d'une procédure de liquidation organisée qui préserve leurs droits. Ils vont attendre, peut-être 6 mois,
peut-être même 1 an pour retrouver une liquidité normale. Mais ils ne perdront absolument pas 1 centime de leur capital. Le sous-jacent immobilier existe. Il génère des loyers et ces loyers leur reviendront. Ceux dont les tokens donnaient des droits économiques moins clairement définis, sans SPV isolé, sans custodian, avec des structures enchevêtrées, sont dans une position qui est maintenant beaucoup plus difficile. Ils sont créanciers de la société Tokenare, pas propriétaires d'actifs identifiables, et en tant que créanciers d'une société en redressement, ils passeront après les salariés, après le fisc, après les créanciers privilégiés. Ce qu'ils récupéreront, s'il y a quelque chose à récupérer d'ailleurs, dépendra de ce que les liquidateurs trouveront. La différence entre ces 2 catégories d'investisseurs, laquelle est-elle ? Eh bien, elle tenait en 2 pages de documentation contractuelle. 2 pages que personne ne lit jamais assez attentivement. Et je rajouterai, lisez-les vous-même, peut-être, ce sera la meilleure des choses, mais aussi aujourd'hui, maintenant, il existe l'IA, l'intelligence artificielle. Envoyez vos contrats dans l'intelligence artificielle et demandez-lui de l'analyser, de vous l'expliquer et de vous en faire comprendre les tenants, les aboutissants et les risques potentiels. Même avec une IA gratuite, ça fonctionne. Voilà, nous avons traversé notre nuit et les semaines qui ont suivi et nous en avons tiré les enseignements concrets. Avant d'investir dans un actif tokenisé, quelle que soit la plateforme, quel que soit le pays, quel que soit le rendement annoncé, voici les questions que vous devez poser sans exception. Je vous les donne, c'est gratuit. Question numéro 1. Où est logé l'actif ? L'immeuble est-il détenu dans un SPV dédié, clairement séparé du bilan opérationnel de la plateforme ? Ce SPV a-t-il une existence juridique propre, documentée, vérifiable dans un registre de commerce ? Si la plateforme fait faillite demain, qui sera propriétaire de ce SPV ? La réponse doit être claire et sans ambiguïté. Et surtout, elle doit être inscrite noir sur blanc dans la documentation d'investissement. Question numéro 2. Qui est le custodian ? Y a-t-il un dépositaire tiers, indépendant de la plateforme, chargé de conserver les titres de propriété ? Son mandat est-il documenté ? Quelles sont les obligations en cas de défaillance de la plateforme ? Un custodian crédible est une institution financière régulée. Et ce n'est pas une filiale de la plateforme rebaptisée pour l'occasion, surtout pas. Question numéro 3. Comment est gouverné le smart contract ? Allez sur l'explorateur de blockchain. Vous allez trouver ça très facilement sur le web. Regardez le contrat. Existe-t-il des fonctions d'administration, pause, freeze, upgrade, qui permettent à l'émetteur d'intervenir unilatéralement ? Qui détient ces clés d'administration ? Est-ce la plateforme seule ou un mécanisme de gouvernance distribué avec un tiers de confiance ? Un bon contrat est audité par un cabinet indépendant et l'audit, quant à lui, est public. Question numéro 4. Quel est le statut réglementaire de la plateforme ? Est-elle enregistrée comme CASP sous MiCA dans un pays de l'Union européenne ? Encore une fois, je vous rappelle, MiCA, si vous n'êtes pas sur un résultat fourni en fiat, en monnaie courante, et si vous êtes sur du stablecoin, par exemple. Sinon, c'est pas MiCA. On est sur MiFID. Si oui, laquelle ? L'AMF publie un registre des prestataires autorisés. Eh bien, vérifiez. Une plateforme qui se réclame de la réglementation sans y figurer, concrètement, est une plateforme qui ne vous doit absolument rien si les choses tournent mal. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer, comme on dit. Question numéro 5. Comment les fonds sont-ils ségrégés ? Vos loyers entrants sont-ils conservés dans des comptes séparés, distincts des comptes opérationnels de la plateforme ? La documentation doit le préciser explicitement. Si vous ne trouvez pas la réponse dans les conditions générales ou la documentation d'émission, eh bien, posez la question directement et exigez une réponse écrite. Question numéro 6. Quel est le mécanisme de continuité ? Que se passe-t-il contractuellement si la plateforme cesse ses activités ? Existe-t-il un opérateur
de secours désignée à l'avance. Une procédure de transfert à un autre prestataire, peut-être, un fonds de garantie. Les plateformes sérieuses, vous savez, ont réfléchi en règle générale à cette question et ont une réponse qui est plutôt documentée. Les autres improviseront. Ce qui, vous l'avez vu dans cet exemple, n'est pas une position enviable pour quelconque investisseur. Ces quelques questions-là, rendez-vous sur le site realassets.fr et je vous les listerai, je vous les mettrai dedans. Vous n'aurez plus qu'à les reprendre si vous le souhaitez ou à vous y reporter si jamais vous vous posez des questions sur vos propres contrats actuels. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu paradoxal. Cet épisode, que j'ai un peu construit comme une sorte, sans grande prétention, comme un thriller, j'aime beaucoup, j'écris à côté de ça des histoires. Une nuit de crise, des investisseurs paniqués, des semaines de procédure, et en réalité, le plus rassurant des épisodes que j'ai produits pour l'instant dans la courte vie de ce podcast sur les RWA. Pourquoi ? Parce que il nous montre que l'architecture, quand elle est bien construite, elle est résistante. Les tokens sont toujours sur la blockchain. Les SPV isolés protègent les actifs. Le custodian indépendant assure la continuité. Le cadre MiCA donne des droits clairs. L'immeuble de Lyon a toujours des locataires qui paient leur loyer. La technologie blockchain a tenu. Et ce n'est pas la blockchain qui a failli. C'est la structure humaine, c'est la structure juridique et réglementaire qui entourait certains des actifs. Et c'est précisément pour ça que, je vous en parlais dans un épisode précédent me concernant, nous construisons Rheos Capital, R-H-E-O-S, capital.com, de la façon dont nous le faisons. Et au-delà de nous, il y en a plein d'autres. Aussi également, alors en France, nous sommes les seuls à avoir construit de la manière dont on l'a construit. Je vous invite à découvrir ça sur le site internet. Mais sur d'autres actifs, tout du moins autres que l'immobilier, il y a plein d'acteurs sérieux aujourd'hui déjà en place. Vous savez, chaque décision d'architecture que nous prenons, eh bien, nous la prenons en nous posant une question simple. Si demain, quelque chose tournait mal, est-ce que l'investisseur pourrait récupérer ses actifs ? Si la réponse n'est pas un oui franc et documenté, eh bien, nous repartons sur la conception. Et nous avons revu déjà moult fois notre copie, et là nous avons maintenant la version finale qui protège à 100%, 110% nos investisseurs. C'est pas de la prudence excessive, ça. C'est à notre sens, à mon sens et à notre sens avec mes associés, le minimum que tout investisseur est en droit d'attendre. Alors, si jamais vous recevez un mail à 23h47 qui commence par suite à des difficultés opérationnelles majeures, et que vous avez investi dans une structure sérieuse, voici ce que vous ferez. Vous fermez votre téléphone, vous allez vous recoucher, et vous attendez lundi matin, parce que votre actif, lui, n'est allé absolument nulle part. C'est ça, la promesse des RWA bien structurée. C'est pas une promesse de rendement sans risque du tout, mais c'est une promesse de solidité architecturale que 50 ans de SCPI n'ont jamais été capables d'offrir de la façon que je viens de vous énoncer. Je suis David, vous avez écouté Real Assets, et je vous dis à la prochaine.